Eh bien, je suis très honorée de co-présider cette dernière table ronde où, après tout ce qu'on a mis sur la table, on va essayer de voir maintenant que faire, comme disait l'autre. Et pour ça, on aura trois interventions qui seront sûrement très, très enrichissantes. Je vais juste me présenter. Donc, je suis Sylvie Bréban et je suis membre du collectif Secret Défense, un enjeu démocratique. Et j'y suis. On a entendu plusieurs affaires de ce collectif. Donc, j'y suis pour l'affaire de l'assassinat d'Henri Curiel, parce que je suis partie civile dans cette affaire. Mon père était le cousin germain d'Henri Curiel, cousin germain qu'il aimait énormément. Et donc l'affaire, eh bien, elle se heurte par tous les bouts, on va dire, à tous les secrets possibles et inimaginables, à toutes les archives classifiées, pas classifiées. Enfin bon, c'est vraiment un exemple type de verrouillage complet. Et elle vient d'être versée, après une nouvelle instruction de 4 ans, elle vient d'être versée à ce qu'on appelle, excusez-moi, en franglais, les cold cases, ce nouveau pôle. Voilà, donc nous savons à peu près ce qui s'est passé, mais nous ne pourrons jamais le faire savoir devant la justice. Voilà, si ça a déjà été dans des écrits. Et donc, nous avons intitulé cette dernière. Ah oui, je voulais préciser que je ne suis ni juriste, ni historienne, ni archiviste, au grand dépit de qui vous savez. Voilà, je suis journaliste, simplement. Et donc, nous avons intitulé cette dernière table ronde Archives et citoyenneté, un défenseur de l'accès aux archives, point d'interrogation, donc sur le modèle de ce qui est le défenseur des droits. Et d'ailleurs, il se trouve que Jacques Toubon, qui était invité le 27 août à Strasbourg à l'université d'été du PCF, a dit « Les archives ont un rôle fondamental dans la démocratie ». Donc voilà, tout se croise. Alors, je vais commencer par donner la parole à M. Vincent Duclercq. Bon, je ne sais pas si on présente Vincent Duclercq, parce qu'on a surtout entendu parler de lui à l'occasion, mais pas seulement, de son remarquable travail comme à la tête de la mission d'études sur les archives du Rwanda. Et il en est sorti un rapport remarquable. Et je pense que cette expérience peut être aussi utile dans ce fameux « que faire ». Donc, cher Vincent Duclercq. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie Bréban. Donc, comme le temps est compté, je voudrais aborder 2 points. L'expérience archivistique de cette commission, donc commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis. Et en fait, lié, si vous voulez, dans cette première partie, cette expérience archivistique avec les grandes problématiques sur les archives en France ou les archives de France. Et puis, dans un deuxième temps, bref, revenir sur des recommandations, car nous avons fait une page de recommandations. Il y a 3 grandes recommandations, et l'une concerne effectivement les archives. Et c'était important pour nous de revenir sur ces éléments-là. Et vous allez voir effectivement que nous sommes tout à fait d'équerre. Mais je voudrais quand même faire un préambule. Donc, pour dire un mot quand même de cette commission de recherche et de son rapport, c'est une commission de recherche, effectivement, c'est un rapport scientifique. C'est ni une opération politicienne, ni le fait du prince. C'est une décision d'un président élu de charger un historien, c'est-à-dire moi-même, de réunir une équipe d'historiens et de chercheurs et de mener un travail scientifique sur la France, le Rwanda et le génocide des Tutsis. Moi, j'attache quand même de l'importance à la légalité. Je rappelle quand même que Raymond Aron, le 17 juin 1939, disait « Ce qui est essentiel dans l'idée d'un régime démocratique, c'est d'abord la légalité. Régime où il y a des lois et où le pouvoir n'est pas arbitraire et sans limite. Je pense que les régimes démocratiques sont ceux qui ont un minimum de respect pour les personnes et ne considèrent pas les individus uniquement comme des moyens de production ou des objets de propagande. » Il y a bien sûr un contexte, mais voilà, le suivi de la légalité est important, le suivi de la loi. Et effectivement, le président de la République a décidé non pas de diriger une commission, mais de donner des moyens et de respecter l'indépendance de cette commission. Du reste, nos archives sont en cours de versement, en particulier ma correspondance avec donc le conseiller Afrique, Franck Paris, qui a effectivement joué un rôle très important pour mettre à disposition des chercheurs, des historiens, tout ce qu'ils avaient besoin, d'appliquer du reste la lettre de mission du président de la République. Et donc on pourra voir effectivement si j'ai été sous pression ou pas. Moi, je voudrais peut-être souligner quand même, parce que
j'ai bien étudié, si vous voulez, en fait, cette histoire de l'ouverture des archives. François Hollande avait tous les pouvoirs, on le sait, bien sûr réguliers, lorsqu'il a accédé à la présidence. Il était du reste très bien conseillé par un historien, Christophe Rochasson, qui lui-même était un ami, on le sait, de Stéphane Audouin-Rousseau, très bon connaisseur du sujet des archives. Eh bien, on a constaté quand même que la présidence Hollande n'a pas été capable, vous voulez, de faire avancer le dossier. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette ouverture qui a été annoncée, du reste, ne s'est pas réalisée, on pourrait certainement donc approfondir le sujet. Toujours est-il peut-être que, par exemple, Bernard Cazeneuve, dans un entretien à propos de notre commission, eh bien, n'a pas été très, très favorable à notre travail. Donc, ça peut peut-être donner des éléments aussi pour comprendre pourquoi est-ce que François Hollande n'a pas réussi effectivement quelque chose qu'il avait, au fond, en partie annoncé. Et donc, Emmanuel Macron, je pense, a eu un triple diagnostic. Je ne sais pas, parce que j'ai rencontré Emmanuel Macron que 2 fois. C'est, au fond, de répondre à une vraie crise mémorielle et une crise diplomatique, non pas par du mémoriel, mais par un fait nouveau qui serait effectivement un savoir historique renouvelé à partir effectivement de l'accès aux archives sur la base d'une commission indépendante. Et effectivement, alors là, je sais que un certain nombre de personnes pensent que nous n'avons pas été indépendants. Je veux dire, je témoigne effectivement à nouveau de notre indépendance. La seule, je veux dire, recommandation ferme de l'Élysée, c'était que les conclusions, que le rapport soit adopté à l'unanimité. Ce qui, effectivement, moi, me plaçait dans une position pas très, très facile, parce qu'effectivement, on sait bien qu'une collectivité, c'est la force aussi d'un travail collectif, eh bien, c'est effectivement d'amener, au fond, les participants à conclure, en fait, sur la base du travail historique. Et je dois dire que ce travail de recherche, il n'est pas du tout clos. Du reste, notre rapport dit bien qu'il faut continuer. Et une partie de la commission a décidé de continuer, puisque dans quelques jours s'ouvre donc au Rwanda la première session d'un colloque international sur le génocide des Tutsis, avec une centaine de chercheurs. Et donc, on peut dire que c'est le prolongement, d'une certaine manière, de ce travail. La commission a estimé qu'il fallait continuer le travail, et au fond, une partie de ses membres décide de le faire. Donc, et moi-même, à titre particulier, je continue effectivement des recherches, mais bien sûr, en dehors de tout cadre, je veux dire, la commission est terminée. Alors, pour maintenant voir effectivement cette question, au fond, l'expérience archivistique de la commission. C'est vrai que cette commission, elle s'est mobilisée sur les archives. Bon, il y avait des compétences. Par exemple, Catherine Berthaud-Lavenir est une ancienne archiviste paléographe. Moi-même, j'ai effectivement travaillé sur la question des archives. Et nous avons pris soin, dans la note intermédiaire, dans l'exposé méthodologique, on a réalisé un état des fonds. Il y a une collection des archives diplomatiques publiées sur le site, donc un certain nombre de documents rwandais qui, en fait, ont été repérés par nous et grâce à la diligence de l'administration des archives diplomatiques, c'est en ligne. Vous pouvez voir effectivement facilement tous les éléments. Donc tout ça, effectivement, impliqué de prendre la mesure des savoirs archivistiques et de leur complexité. Alors, l'habilitation qui nous a été accordée, qui nous a permis effectivement de voir toutes les archives classifiées, bien sûr, a été réservée, mais à un collectif avec des personnalités très différentes. Certaines, du reste, ont quitté aussi. Donc ce collectif, je veux dire, c'est leur propre décision. Et en fait, nous sommes considérés comme une mission de service public de la recherche. En effet, on avait effectivement cette habilitation, mais effectivement, nous devions restituer finalement à la collectivité, à la nation, bien plus au fond, et ça a été les déclassifications considérables assorties de communications immédiates, pas seulement la collection des documents cités dans le rapport, plusieurs milliers, mais aussi le fonds présidentiel. Ça n'avait jamais été décidé que le fonds présidentiel serait ouvert. Il a été ouvert par une dérogation générale. Les spécialistes des archives savent ce qu'est une dérogation générale. La collection des TD diplomatiques, plusieurs milliers de documents militaires. Je sais que ce n'est pas effectivement l'intégralité, mais il y a des éléments. Notre état général, notre état des fonds, 2 inventaires qui listent pièce à pièce tout ce qui a été déclassifié et communiqué. D'une certaine manière, on peut se dire qu'en 2 mois, les documents classifiés ont été déclassifiés, ce qui montre que c'est possible de déclassifier massivement.
L'exploitation, eh bien, elle a été appelée de ses voeux par la Commission, hein, et c'est vraiment nous remettons et nous souhaitons remettre effectivement, et tout cela est accessible hein, sur des documents, on le sait, qui n'étaient pas communicables au regard du Code du patrimoine, et se poursuivre la recherche de nouveaux fonds. Il faut considérer véritablement que c'est un premier pas. Il est important aussi, de mon point de vue, de connaître l'ensemble de ces déclassifications, le volume des deux dérogations générales du 6 avril 2021 et du 6 juillet, pour peut-être entamer des bras de fer avec certaines administrations. Hein. Je donne un exemple, je ne cite pas le chercheur en question, mais effectivement, on me dit « Ah, le SHD a refusé des cartons donc sur le Rwanda ». Je dis « Bon, est-ce que vous avez vérifié qu'un certain nombre de ces pièces sont dans eh bien, les deux dérogations générales ?» Ah non. Là, pour moi, ça me pose un petit problème. Il faut d'abord voir les existants pour ensuite, effectivement, mieux argumenter en faveur des archivistes qui, par ailleurs, sont de grands professionnels. Je pense que, moi en tout cas, l'expérience de la Commission, c'est quand même la qualité et le professionnalisme des archivistes de la République. Alors, on a eu des refus d'accès hein, qui sont très intéressants, l'Assemblée nationale, la mission d'information parlementaire. Je commence à mieux comprendre pourquoi. Et effectivement, un jour, on fera le point sur, en dehors des archives qui n'ont pas été communiquées, mais on peut faire le point sur le travail de la mission d'information parlementaire. Parce qu'il faut y insister, et on le sait bien, il y a d'autres moyens, d'autres archives auxquelles on peut accéder lorsqu'on se heurte effectivement à des impossibilités, à des refus d'accès, notamment les fonds privés. J'annonce par exemple que prochainement, 2 grands fonds sur le Rwanda seront versés au SHD et aux archives diplomatiques, l'un concernant l'attaché de défense, le colonel Galinier, hein, qui va verser toutes ses archives au SHD, hein, parce qu'effectivement, on l'a convaincu de cela aussi, hein, grâce au rapport, je dirais. Et puis, le fonds Thérèse Pujol, chef de coopération civile, entre 80 et 84, ce fonds ira aux archives diplomatiques. Donc, le constat aussi de disparition de fonds, c'est en particulier le fonds Jean-Christophe Mitterrand, alors qu'on sait qu'il y a en tant que conseiller Afrique aux affaires africaines du président, il y a effectivement des pièces, la MIP en a montré. Le premier RPIMA, effectivement, nous sommes allés à la base du premier RPIMA, on a constaté qu'il n'y avait pas d'archives, sauf des archives classifiées. Et là, je fais un petit écart. La classification implique un certain suivi, d'une certaine manière, et donc peut-être évite un certain nombre de disparitions. Maintenant, ces disparitions, est-ce qu'on peut tout de suite d'emblée dire il y a destruction? Il faut des preuves, parce que, je veux dire, on sait aussi que la conscience archivistique en France n'est pas très développée, malheureusement, bien que les archives nationales soient une institution très ancienne, et le Trésor des Chartes également, mais en fait, il y a parfois un certain nombre, je veux dire, d'erreurs, il n'y a pas forcément une intentionnalité de la destruction. Les preuves de destruction, on les a eues, par exemple, des fax envoyés par l'état-major particulier du président de la République au colonel Galinier, attaché de défense, disant « à détruire après lecture ». Là, je veux dire, c'est clair qu'il y a une intention de détruire des pièces publiques, car effectivement, le général Huchon travaille en tant que, avec un traitement rémunéré comme un agent public, et donc, effectivement, ce sont des archives publiques. Des archives lacunaires, hein, que ça soit l'état-major particulier, un seul carton, les archives du secrétaire général Hubert Védrine. Hubert Védrine a expliqué qu'il ne s'était pas beaucoup occupé du Rwanda. Donc, effectivement, c'est assez cohérent. Voilà. Donc, dont acte de ce que dit Hubert Védrine par rapport à l'ensemble des archives du secrétariat général de la présidence de la République. Alors, bien sûr, effectivement, on se demande, et j'en viens aux recommandations, on se demande aussi comment, au fond, agir pour faire venir les archives. Si vous voulez, la question des délais, elle est bien sûr cruciale, mais en fait, les délais ne s'appliquent qu'aux archives qui ont été versées. Or, l'objectif, c'est effectivement de permettre à ce que ces archives soient versées ou de les retrouver. Les magistrats ont un pouvoir aussi, par exemple, d'ordonner éventuellement des perquisitions lorsqu'il y a supposition d'archives qui ont été conservées indûment. Et je crois que c'est... Et il y a un autre élément, et je rentre un instant dans le détail. En fait,
cette dérogation générale sur le fonds présidentiel, c'était une nouveauté, personne s'y attendait, je crois. Il y a eu effectivement le contentieux, enfin plutôt la décision du Conseil d'État qui a donné raison à François Graner, mais ensuite tout a été ouvert, donc il n'y avait plus effectivement de problème de ce point de vue-là. C'est vrai que moi j'aurais préféré que cette dérogation générale sur le fonds présidentiel s'applique à la fois à ce qui existe, les cartons, et du reste des cartons ont été retrouvés à l'Institut François Mitterrand, mais s'applique aussi aux archives sur le randa de la présidence Mitterrand qui pourraient être retrouvées. Mais ça n'a pas été le cas. Donc la question, c'est au fond, les services d'archives, est-ce qu'ils ont une compétence uniquement sur les fonds qui sont dans leur dépôt, ou est-ce que, théoriquement, ils interviennent sur l'ensemble des archives, y compris celles qui n'existent pas encore dans leur dépôt, mais qui potentiellement pourraient y revenir. C'est très important, je crois. Alors, pour finir sur les recommandations, donc c'est une des trois. Effectivement, la première des recommandations de la dernière, c'est plus de moyens au service d'archives. Ça, c'est absolument essentiel. Je crois que c'est, comme le disait Jacques Toubon, un élément essentiel de la vie démocratique d'une nation. Alors, nous avons proposé une recommandation, et alors, effectivement, c'était plutôt sympathique, puisque effectivement, on a remis notre rapport au président de la République, et c'est pas toujours facile de parler directement pour la République. Là, on a insisté sur les recommandations. Et vraiment, on a insisté dans la grande salle des fêtes, là, on a insisté sur les recommandations, en tout cas, elle les a entendues. Alors, pourquoi Archivistes de la République ? Eh bien, d'abord, pour que les services d'archives se parlent. C'est très important. Nous, on a vu la qualité des cultures entre Archives nationales, SHD, les institutions qui conservent des archives comme la DGSE, bien sûr les archives diplomatiques. Moi, c'est vrai qu'au départ, comme effectivement attaché à l'État républicain, je pensais qu'il fallait, du reste, ce que Guy Brébant disait dans son rapport de 96, voilà, mettre fin à la balkanisation. Mais en fait, je veux dire, la balkanisation, c'est un terme un peu péjoratif, elle est intéressante parce qu'il y a des cultures archivistiques qu'il faut absolument lier. Et moi, je crois que justement un archiviste de la République pourrait lier ces éléments. Au-delà de ça, il faut aller bien plus loin que l'interministériel. On sait bien qu'il y a beaucoup d'archives qui ne rentrent pas dans l'interministériel. Et il y a aussi, bien sûr, les archives des cours constitutionnels et autres. Il faut une autorité, justement, pour obliger au versement et rappeler, effectivement, l'importance de la recherche des fonds qui n'ont pas été versés. C'est fondamental, collecter les sources et enfin faire respecter la loi sur les archives. Il faut donc que cet archiviste de la République, au fond, incarne un cinquième pouvoir. C'est vrai qu'il y a un pouvoir, comme les trois pouvoirs définis par Montesquieu, le quatrième pouvoir de la presse, mais il y a un cinquième pouvoir des archives, c'est fondamental. Et donc, je termine, voilà, sur ce dernier point. Il ne pourra avoir d'archiviste de la République, et bien sûr, indépendant, sur le modèle du défenseur des droits, qu'avec, effectivement, une relance de l'action législative. Guy Brébant, dans son rapport de 1996, disait bien qu'au fond, la France est capable, et elle a cette tradition, de par aussi son père, Charles Brébant, qui avait su effectivement tisser, je veux dire, des grands enjeux sous la 4e République. Eh bien, il faut revenir à une grande loi sur les archives. La loi de 79 ouvrait effectivement cette voie. C'est vrai que les décrets d'application, on le sait, eh bien, ont transformé, ont même violé la loi. Mais aujourd'hui, la loi de 2008, elle est illisible, je suis désolé. Et se focaliser sur les délais, eh bien, m'apparaît comme oublier effectivement une grande partie des éléments constitutifs de ce monde des archives. Il faut plus d'ambition pour notre société, et je pense que les parlementaires sont très attachés effectivement à recevoir au fond, plus peut-être que, je veux dire, un pamphlet ou une note, mais un grand rapport. Il faut qu'effectivement l'ensemble des acteurs des archives, de manière, je veux dire, c'est notre liberté, absolument, de ce civil, de produire précisément un vrai rapport sur le sujet et de saisir les parlementaires. En 2008, je me souviens effectivement qu'Henri Filippetti, qui n'était pas là, effectivement, avait fait un discours tout à fait éloquent sur la nuit des archives, et effectivement, c'est vrai qu'elle s'était nourrie d'un certain nombre de débats. Voilà. J'ai terminé, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Bon, je pense que le prochain qui va citer le nom de Brébant, je vais lui donner un gage. Voilà.
Bon, en tout cas, parmi vos recommandations, il y en a une qui, je pense, ira droit au cœur et au cerveau de votre voisine. C'est plus de moyens au service des archives, puisque Cécile Hussonnois est archiviste territoriale. Elle travaille à Grigny et elle se bat aussi. Elle fait partie du bureau de RN2A, on va dire, où ils se battent évidemment beaucoup pour l'accès aux archives. Merci Sylvie. Nous avons été sollicités en 2020, le réseau national d'action des archivistes, par le Conseil supérieur des archives, afin d'apporter notre contribution pour un groupe de travail constitué autour de la thématique transparence, évaluation et collecte des archives. Nous avons été auditionnés le 4 juin 2020 et nos propositions effectivement concernaient la collecte et la conservation et le classement des archives, mais nous avons choisi d'aller plus loin dans une perspective d'amélioration et d'évolution de l'accès. Nous avions proposé à l'époque la création d'un défenseur des archives, qui rejoint un petit peu votre propos, Monsieur Duclerc. Avant de pouvoir l'évoquer, je me permettrai d'abord de brosser à grands traits l'état des lieux de l'accès, du droit d'accès aux archives. Depuis ce matin, nous avons entendu plusieurs interventions évoquant les difficultés d'accès aux archives. Le secret défense, les archives communicables sont autant d'entraves à cet accès, mais ce ne sont pas les seuls. Je me propose de vous en présenter quelques autres. Bien souvent, et ça a été évoqué dans la précédente table ronde, l'accès aux archives peut être empêché tout simplement parce que celles-ci ne sont pas collectées, n'ont pas fait de classement, n'ont pas fait l'objet de classement, ou au pire encore, elles ont été détruites. Cette question du droit d'accès aux archives est une problématique constante et Sylvie va me donner un gage. Tous les rapports consacrés aux archives en France, depuis le rapport de Guy Brément en 1996 jusqu'à celui de Christine Nougaret en 2017, consacrent plusieurs paragraphes à cette thématique. Or, Christine Nougaret, dans son rapport intitulé « Une stratégie nationale pour la collecte et l'accès aux archives publiques à l'ère numérique », liait l'accès à l'efficacité de la collecte, car sans collecte, pas d'accès. Cette efficacité ne saurait être effective sans moyens ni compétences. Et en cela, la réflexion de Christine Nougaret rejoint la nôtre. Nous militons depuis longtemps pour des moyens accrus et une véritable reconnaissance de la fonction archive. En deuxième entrave, on peut parler aussi de la réglementation française en matière d'accès aux archives. D'aucuns le qualifient, ce droit de véritable maquis. J'en veux pour preuve qu'en 2016, il avait été recensé 150 références législatives, simplement législatives, qui déterminent des régimes spécifiques d'accès. Nous avons donc une coexistence d'un régime commun des archives qui est organisé par le livre 2 du Code du patrimoine et le livre 3 du Code des relations du public avec l'administration. Donc coexistence de un régime de droit commun et un ensemble de régimes spéciaux. Pour prendre un seul exemple, je vous citerai le cas des listes électorales, qui sont communicables tant qu'elles sont en cours de validité par tout électeur qui en ferait la demande, tant que celui-ci ne ferait pas n'en ferait pas d'usage commercial. Par contre, dès lors qu'elles sont refondues, dès lors qu'il y a une refonte de ces listes électorales, elles tombent dans le cadre du régime commun, qui est celui des archives, et donc ne sont plus communicables avant 50 ans, puisque c'est le secret de la vie privée. On a aujourd'hui, donc en 2016, 150 textes
Mais combien de textes aujourd'hui? 6 ans ont passé, donc toute modification de la législation peut évidemment entraîner une modification du droit d'accès. Cependant, Madame Nougaret, dans son rapport, proposait de favoriser un égal accès en codifiant. C'est sa proposition 21. Elle entendait ainsi réduire le degré de complexité de ce droit d'accès pour laquelle, selon elle, les archivistes se devaient d'acquérir un niveau d'expertise toujours plus pointu et laisser l'usager toujours plus désorienté. Sachant que cette connaissance juridique est encore entravée dans le sens où les archivistes ont surtout le souci de collecter. Je dis ça. Sa demande de codification à droit constant nécessiterait un chantier législatif de grande ampleur. Et en attendant ce chantier, le service interministériel des Archives de France traduit cette proposition en ouvrant la plateforme ADOC en 2019. Elle permet de savoir en quelques clics si un document détenu par une administration peut être communiqué ou non. Cette plateforme est destinée aux administrations en cas de demande d'accès ainsi qu'aux usagers. Et elle se veut être un outil à la fois général et simple d'utilisation. À ceci près qu'elle soit connue tant des administrations que des usagers. En outre, suite à la loi PETR, et sans doute à votre initiative, monsieur le sénateur, vous avez introduit dans le régime de communication des archives l'obligation pour les services d'archives publiques d'informer les usagers et les usagères des délais de communicabilité et de la procédure pour demander un accès anticipé. L'usage de cet accès anticipé pour des archives non communicables peut prendre deux formes. Elle peut prendre d'abord la forme d'ouverture générale, comme on l'a évoqué Monsieur Duclerc, ou une demande individuelle de dérogation qui a été récemment modifiée par la loi 3DS. Suivant le cas, la décision est prise soit par les archives départementales compétentes, soit par le SIAF. Et en cas de difficulté, refus de communication ou de dérogation, l'usager, en cas de désaccord, peut saisir la CADA, mais la CADA n'a pas d'avis engageant. Si malgré un avis favorable de la CADA, la décision est maintenue, l'usager n'aura alors d'autre choix que de saisir le juge administratif. Voilà à très grands traits les différentes entraves au droit d'accès. Pour répondre aux différentes problématiques qui viennent d'évoquer, nous l'avions déjà proposé à l'époque et nous le faisons encore aujourd'hui, la création d'un défenseur des archives. Il nous apparaît nécessaire qu'une autorité indépendante des services producteurs et des services d'archives puisse intervenir afin de répondre à ces enjeux de transparence de la collecte et d'accès simplifié aux documents et données. Je vais encore avoir un gage. Pourquoi une autorité indépendante? Parce que dès 1996, Guy Bréban s'interrogeait sur le fondement des dérogations individuelles qui présentaient, selon lui, un sérieux risque de subjectivité. Pour notre part, ce risque peut aussi exister dans l'ouverture anticipée de tel ou tel fonds. Afin de circonvenir ce risque, l'instauration d'une autorité indépendante nous paraît plus que nécessaire. Elle doit être complètement indépendante de toute relation, de tout lien hiérarchique ou de tel ou tel service du ministère et serait inspirée du défenseur des droits. Il serait donc considéré comme une structure support apportant aide et conseil et non pas un frein pour la communication et pour les administrations. OK. Je vais vite conclure sur les périmètres d'action. En fait, le défenseur d'archives, selon nous, aurait toute latitude pour statuer sur n'importe quelle archive publique
y compris le secret défense, quels que soient les régimes, et pourrait également s'occuper d'archives privées sous certaines conditions. En matière de collecte et de conservation, il deviendrait un recours pour trouver des solutions, notamment pour l'accueil et le traitement de certains fonds, et trouver les moyens nécessaires et suffisants pour la sauvegarde du patrimoine écrit, ainsi que l'affirmation de l'importance de la fonction archive. En matière d'accès aux archives, il pourrait être saisi directement par l'usager. Il serait compétent tant sur les archives numériques que physiques. Et pour plus de légitimité, selon nous, ces avis devraient être contraignants. En aucun cas, il ne pourra lui être refusé l'accès à des documents classifiés. Ainsi, sans oublier d'articuler cette nouvelle instance avec la commission d'accès aux documents administratifs, le Conseil supérieur des archives et le comité interministériel des archives de France, le droit d'accès aux archives, pour les citoyens et citoyennes pourrait être ainsi mieux assuré. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Cécile. Et donc là, on va voir avec Bertrand Warusfeld, qui est juriste, professeur de droit public à l'université Paris 8 et qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'archives, de classification, si ces propositions sont possibles face à ce que vous appelez aussi la surclassification. Merci. Bonjour à tous. Merci d'associer, comme vous le faites, dans les différentes tables rondes des juristes, effectivement, parce que ces questions qui sont avant tout des questions politiques ont évidemment, par ailleurs, à la fois une complexité juridique importante et doivent s'intégrer, et notamment les propositions qu'on peut faire doivent s'intégrer dans l'articulation complexe d'un état de droit. Alors, j'ai entendu tout à l'heure Madame Cariou dire qu'il fallait un regard d'un tiers, et j'ai compris dans ce qu'elle disait, et je partage parfaitement son idée que c'est une des garanties de l'état de droit notamment d'introduire dans les endroits les plus discrets, voire les plus secrets, un regard extérieur. Bon. Alors on pourrait penser que dans ces affaires d'archives classifiées, le regard du tiers, c'est le regard du juge. Et donc je réponds tout de suite à la remarque qui a été faite à la fin de la précédente table ronde. On pourrait penser que dans un système démocratique, le juge ou les juges, juge judiciaire, juge administratif, chacun dans ses domaines de compétences, puisse être saisi directement par les citoyens pour trancher notamment des litiges concernant l'accès à des documents, et notamment à des documents classifiés, et que le juge accède à ces documents et puisse prendre en toute connaissance des causes des décisions ayant balancé les différents intérêts. Alors effectivement, en France, c'est compliqué parce que jusqu'à très récemment, en tout cas, c'était totalement impossible. Et c'est totalement impossible parce que c'est la tradition finalement régalienne française. Vous savez que la Révolution française s'est faite assez largement contre le pouvoir judiciaire des parlements, et donc la tradition démocratique française républicaine n'était pas jusqu'à présent très favorable aux juges. Et d'ailleurs, dans la Constitution de 1958, on ne parle pas du pouvoir judiciaire, mais de l'autorité judiciaire. Il y a peut-être une petite différenciation. Et donc, on a depuis très longtemps laissé le juge en dehors des affaires secrètes. Et le Conseil d'État l'a reconnu dans les années 50. La Cour de cassation a attendu à plus tard. Et tout ceci est aujourd'hui établi. Et le Conseil constitutionnel, je vais très vite, a en 2011, grosso modo, sanctuarisé ça en disant qu'effectivement, la conciliation difficile entre la protection des intérêts fondamentaux de la nation et le droit au procès équitable, on pourrait dire, pour parler de la jurisprudence de la CEDH, n'empêchait pas qu'effectivement on puisse opposer au juge un secret à condition à ce moment-là de trouver des procédures parallèles. Donc, en France, le juge, généralement, n'accède pas au secret. Et donc, ce n'est pas le regard du juge que l'on peut mobiliser dans ces affaires. Alors, à ceci, j'apporte un petit codicile, qui est quand même une source d'espoir, c'est qu'il y a quand même un cas où le juge, maintenant, peut accéder au secret. Ce cas n'est pas très important, j'allais dire, en volume, mais il est très important sur le principe, parce que si ça marche dans un cas, ça pourrait marcher dans d'autres. Donc, ça veut dire qu'en réalité, on n'est pas face à un tabou indéboulonnable. En 2015, dans la loi dite relative au renseignement, la loi du 24 juillet 2015, le législateur a décidé que, en ce qui concernait uniquement la légalité des opérations de renseignement, la mise en œuvre des techniques de renseignement, pour utiliser la terminologie de la loi, dans ce cas-là, une formation spécialisée du Conseil d'État
peut directement accéder aux documents classifiés des services de renseignement. Et à ce moment-là, il organise un contradictoire restreint entre les services de renseignement, le juge et le requérant. Et donc le tabou a été en partie levé. Et donc si c'est possible dans le domaine des techniques de renseignement, ça le sera peut-être demain dans d'autres domaines. Voilà. Donc il ne faut pas désespérer, non pas Billancourt, mais il ne faut pas désespérer les citoyens et les archivistes. Peut-être que demain, nous aurons le regard du juge directement sur les documents classifiés. Mais aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas possible. Et donc, il faut envisager d'autres dispositifs. Et j'ai entendu M. Sueur tout à l'heure qui disait qu'il faudrait notamment des instances de contrôle. Alors, ça me va bien parce que c'était effectivement le point que je souhaitais développer avec vous. Mais avant de parler des instances de contrôle, et notamment d'une instance de contrôle qui est un petit peu peut-être la sœur du défenseur des archives dont on parle tout à l'heure, ou la cousine, je ne sais, enfin en tout cas qui va dans la même logique, je voudrais effectivement, comme l'a dit Sylvie Brément, partir de l'amont, parce que jusqu'à présent, nous avons discuté des archives qui sont plus ou moins difficilement communicables avant certains délais. Donc en fait, on est au bout du processus. Or, en réalité, les flux, il faut les prendre à leur source. S'il y a des problèmes à la sortie du processus, à la sortie de la classification, c'est parce qu'en réalité, il y a des problèmes au début de la classification. Et donc, effectivement, le premier point que je voudrais évoquer rapidement, c'est effectivement qu'en réalité, nous sommes face à une pathologie que les spécialistes connaissent très bien, qui est la pathologie de la surclassification. Les anglo-saxons appellent ça l'overclassification. Okay. Alors, on pourrait faire un cours de sciences administratives sur le sujet, je n'ai pas le temps de le faire, mais vous voyez bien différentes raisons qui font que les services qui traitent des informations sensibles dans différents domaines sont tentés assez naturellement de surclassifier. La routine, la peur de faire prendre un risque à l'administration dans lesquelles, voire aux citoyens, voire à la nation, l'importance qu'on se donne en ayant des documents classifiés. Hein. Si le compte-rendu de la réunion que j'ai organisée avec mes collaborateurs est classifié, ça veut dire qu'il dit des choses évidemment tout à fait importantes que évidemment je ne peux pas partager avec vous, mais qui justifient que je sois regardé comme un personnage important. Bref, les services administratifs qui gèrent des informations, disons, qui touchent notamment les questions sécuritaires, classifient de manière, j'allais dire, extrêmement fréquente et trop fréquente. Je vais même dire quelque chose qui, j'espère, ne constitue pas la compromission d'un secret de la défense nationale. Dans les services de renseignement, qui sont par définition un des endroits où on classifie beaucoup, je me suis laissé dire par une personne qui a travaillé dans le service que dans certaines maisons, eh bien, alors maintenant on numérise beaucoup, donc ça change peut-être un petit peu, dans les bacs des photocopieuses, sur lesquelles et des imprimantes sur lesquelles on imprime, ben, il y a le tampon rouge à la sortie. Donc si vous envoyez 360 pages sur votre imprimante, y compris le menu du déjeuner du directeur général de demain matin, ben, il sort avec, avant c'était confidentiel défense, on vient de supprimer le confidentiel défense, donc demain ça sera secret, et donc le menu du directeur général est secret défense, simplement parce qu'il est dans un flux où tout ce qui sort de la maison est classifié. C'est pas une boutade, hein, ça m'a été vraiment dit, mais c'est évidemment un cas extrême. Donc la surclassification, c'est un problème majeur, et il faut savoir que nos alliés américains, hein, qui sont des gens qui à la fois ont une conscience des questions de sécurité nationale extrêmement forte, mais qui en même temps sont des gens extrêmement pragmatiques, dépensent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie depuis des décennies et des décennies. Quand je faisais ma thèse à la fin des années 80, j'avais consulté pas mal de documents américains, des travaux entiers sur la manière d'éviter la surclassification. Et vous avez un organisme américain qui est chargé de faire la police aux services régaliens fédéraux américains pour qu'ils ne surclassifient pas trop. Vous avez des rapports de la Rand Corporation et d'un certain nombre de think tanks quand même, qui développent notamment l'idée que trop classifié, c'est mal classifié, c'est donc mal protégé, parce qu'on ne peut pas tout protéger. Donc, comme on ne peut pas tout protéger, ben finalement, on protège quasiment rien. Hein. Et puis, d'autre part, ça coûte énormément d'argent, bien sûr, parce que d'abord, il faut des coffres-forts, des officiers de sécurité, des badges, etc. Mais aussi parce que l'information circule mal. Et donc, qui dit mauvaise circulation d'information, dit mauvaise capacité d'innovation, etc. Donc, c'est ça le sujet de départ. Et c'est finalement la proposition que je voudrais soutenir, c'est qu'en réalité, c'est en travaillant en amont
pour essayer par toutes sortes de moyens de faire diminuer la surclassification, eh bien, à la sortie, on aura moins de documents qui seront, j'allais dire, qui boucheront la sortie du processus. Dans les discussions que nous avons eues avec nos différents collègues et camarades lorsqu'on se battait contre l'IJ 1300, il y a un peu plus d'un an, on a eu des discussions avec un certain nombre. Moi, je me rappelle notamment une discussion au cabinet du Premier ministre où, très honnêtement, les officiels qu'on avait en face nous ont dit, mais le problème, on ne peut pas laisser tout déclassifier à 50 ans, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les cartons. On ne sait pas. Et donc, on ne sait pas si dans le carton numéro 350, il n'y a pas un document extrêmement sensible qui aurait échappé à notre vigilance. Évidemment, lorsque vous avez des dizaines de milliers de documents classifiés qui ont dormi sur des étagères jusqu'à leur 50e anniversaire, effectivement, eh bien, les mettre dans la nature le lendemain pourrait effectivement comporter un certain nombre de risques. Et donc, à terme, ce qu'il faudrait faire, c'est que le nombre de documents classifiés qui arrivent au terme des 50 ans soit extrêmement limité. Je vous rappelle, mais là aussi, ce n'est pas simplement un clin d'œil, c'est une citation. Le général de Gaulle, en 1965, vous trouvez ça dans les entretiens avec Alain Perfit, a dit, à propos de la durée de classification, 30 ans, j'en demande pas tant. L'histoire s'accélère, mais 10 ans, c'est pour le moins. Donc le général de Gaulle lui-même disait à Perfit, vous voyez, bon, 30 ans, c'est beaucoup, mais 10 ans, c'est bien. Voilà. Et tout le monde le dit. Et tout le monde le dit. Donc, en fait, là où il faut agir, si on veut, pour demain dégonfler en partie la problématique de l'accès aux archives classifiées, eh bien, c'est pour réduire la surclassification. Alors, je pourrais donner toutes sortes d'exemples, mais le temps nous est compté. Oui, il va falloir conclure. Je voudrais conclure sur, d'une part, une lueur d'espoir, mais qui n'est pas aboutie, et deuxièmement, sur la proposition. La lueur d'espoir, et ça va étonner encore une fois ceux qui, avec moi, se sont battus contre l'IJ 1300, c'est que l'IJ 1300, et notamment la nouvelle là, d'août 2021, est pleine de bons sentiments concernant la résorption de la surclassification. Je vous passe les détails, mais je suis sûr que vous pouvez tous la lire dans leur version intégrale si ça vous amuse. Vous verrez, on dit que la classification doit être juste, que si on classifie trop, c'est porteur de risques pour la sécurité de la nation, que c'est une des responsabilités des autorités émettrices de classifier à minima, qu'il doit y avoir des inventaires annuels et qu'à l'heure de ces inventaires annuels, il faut vérifier les documents qui mériteraient d'être déclassifiés et qu'enfin, sur tous les documents qui sont classifiés, il faut obligatoirement, sauf cas particulier, que l'autorité mentionne une date prévue de déclassification. Bon. Donc l'IJ 1300, j'allais dire dans sa logique, est déjà orienté vers la surclassification. Et d'ailleurs, je me rappelle avoir discuté avec les gens du SGDSN lorsqu'on a commencé à se fâcher sur la nouvelle IJ 1300. Ils disaient, mais on ne comprend pas parce qu'on a fait vachement d'efforts pour lutter contre la surclassification. Regardez, c'est un progrès démocratique et tout. Et vous venez nous embêter sur les problèmes d'archives, etc., qui est un tout petit problème par rapport à l'ensemble du dispositif. Bref, les autorités même qui sont en charge de la classification des informations et de la sécurité nationale reconnaissent la nécessité. Mais ce qui se passe, c'est que l'IJ 1300, sur ce point-là comme sur les autres, n'a absolument aucun caractère contraignant. C'est-à-dire que personne n'a jamais été démis de ses fonctions parce qu'il avait trop classifié. Et finalement, les audits sont réalisés par des gens qui sont jugés partis. C'est les hauts fonctionnaires de défense des différents ministères qui, de temps en temps, vont faire un petit tour dans les services et qui, bien évidemment, si j'ose dire, ne vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, ça reste lettre morte. C'est un vœu pieux. Alors, que pourrions-nous faire ? Eh bien, moi, j'ai une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est liée au fait qu'il me semble que si on veut faire avancer les choses, il faut partir de ce qui existe déjà. Bien sûr, il faut inventer quand ça n'existe pas, mais s'il y a déjà des choses qui existent, il faut essayer éventuellement de se greffer sur ce qui existe. Nous avons, depuis 1998, une commission qui s'appelait consultative, maintenant elle ne s'appelle plus consultative, mais qui est toujours aussi consultative, une commission du secret de la défense nationale, et qui a été inventée à l'époque justement pour faire un peu l'intermédiaire entre le juge et le citoyen, et qui à la fois a fait progresser les choses sur certains domaines, mais qui a montré ses limites. Béchir Ben Barka, on en discutait tout à l'heure, en connaît quelque chose. Mais cette commission existe, elle est composée de magistrats et de parlementaires, ce qui, je pense, dans cette maison,
sera appréciée. Et je vais le dire comme je le pense, elle s'est un petit peu endormie, je ne sais pas sur ses lauriers, mais elle s'est un peu endormie, elle ne produit plus tellement de rapports, elle n'est plus tellement sollicitée. Bref, c'est une bonne idée qui a un petit peu dépéri. Pourquoi ne revitalisons-nous pas cette commission en lui donnant un nouveau rôle qui est un rôle de contrôle de la classification? Voilà. Alors bien sûr, s'il faut le faire, il faudra le faire en changeant un certain nombre de choses, notamment sans doute en changeant sa composition. Mais pourquoi pas? La commission de contrôle des techniques de renseignement, une instance qui a été créée en 2015, par exemple, comporte 9 membres. Bon, la CSDN en comporte 5, on pourrait très bien rajouter un archiviste, on pourrait très bien rajouter un historien, des chercheurs, etc. On a toute latitude pour renforcer un petit peu la commission et lui donner les moyens de travailler. En plus, on a, si j'ose dire, l'avantage qu'il y a déjà eu une évolution, et cette évolution, ce n'est pas la commission qui l'a souhaitée, c'est le Conseil d'État qui l'a instaurée en 2012, et ça a été confirmé par un arrêt en 2015. Le Conseil d'État a reconnu qu'un citoyen, un chercheur qui s'est fait claquer la porte au nez, à qui on a refusé l'accès à un document parce qu'il était classifié, et qui alors par rapidement d'une interrogation, eh bien, peut demander au Conseil d'État ou au tribunal administratif de saisir, par l'intermédiaire du ministre, la commission consultative du secret défense. Et la commission, d'ailleurs, était, si vous regardez dans le rapport 2015, n'était pas très content parce qu'il disait, si vous faites ça, ça sera un rôle nouveau et finalement, ça serait faire de notre commission une sorte d'autorité générale de contrôle du bien fondé des mesures de classification. Je le mets entre guillemets, c'est la citation même du rapport de la CCSDN de 2015, page 42. Eh bien, je propose exactement de faire ce que la commission n'avait peut-être pas trop envie de faire en 2015, c'est-à-dire de faire de cette commission une autorité générale de contrôle du bien fondé des mesures de classification. Et je terminerai par là, qu'on l'appelle ça le défenseur des archives ou la commission du secret de la défense nationale, au fond, peu nous importe. La seule différence entre ma proposition et la proposition de mes collègues ici, c'est que si ça fonctionne, c'est que nous installons, j'ose dire, le ver dans le fruit, c'est-à-dire nous installons le regard du tiers dans le système même de classification, et donc à la source des difficultés éventuelles qu'il peut y avoir lorsque le droit du secret de la défense nationale se percute avec le droit des archives. Alors que si on le met, j'allais dire, dans le périmètre des archives, eh bien, on va, ce qui a par ailleurs un sens, bien évidemment, on aura toujours la position régalienne de ceux qui sont les garants de la sécurité nationale, qui viendront dire « Ok, vous êtes les archivistes, ok, vous avez une mission très importante, mais nous, on a une mission supérieure qui est la mission de sécurité nationale, et donc vous devez vous incliner devant nous. » Alors que si le contrôle est installé dans le droit du secret de la défense nationale, il est à ce moment-là, j'allais dire, au cœur du dispositif régalien, il est au cœur du donjon, et ceci est peut-être, d'un point de vue purement pragmatique, plus efficace, mais ça vise, encore une fois, j'allais dire, le même objectif, c'est-à-dire en finir avec l'extraterritorialité juridique dont parlait Aurélie Filippetti, avec les trous noirs dont M. Sueur parlait tout à l'heure, et finalement, c'est mettre le pied dans une porte qui ne se refermera pas. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci beaucoup. Donc, monsieur le sénateur, cher Pierre Ouzoulias, devant tout ce panorama de propositions, que faire? Qu'allez-vous faire? Classer secret défense. Voilà, secret des délibérations. Ça, c'est un dossier que je connais un peu. Quelques mots par rapport à tout ce que vous avez dit et les réactions que j'ai, moi, à vous proposer par rapport à la façon dont j'ai vécu la réforme législative derrière. Par rapport à ce que disait très justement Aurélie Filippetti, qu'elle s'est heurtée au mur de la défense. J'ai eu le sentiment que par rapport à la réforme que nous devons vivre, le mur de l'intérieur était beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide. Et que là, on me l'a dit, le ministère chargé de la Défense portait les intérêts du ministère de l'Intérieur. Et la demande très forte émanait plutôt de là. Ce qui a changé, c'est bien évidemment le terrorisme et la lutte contre le terrorisme, qui aujourd'hui est une justification très très forte et beaucoup plus important même que la défense nationale, de certaines limitations au droit d'accès aux documents. Lorsqu'on a demandé une évaluation des documents qui pourraient rentrer dans les nouvelles dispositions de la loi,
Seul le ministère de la Défense nous a donné une estimation exacte. Ils nous ont dit que c'est 10% de nos documents parce qu'ils les avaient comptés, eux. Voilà. Les autres étaient dans l'incapacité de nous dire quelle est la masse d'archives sur lesquelles les nouvelles dispositions allaient peser. Et ça tient à la façon dont les militaires organisent quasiment après les opérations la gestion de leurs documents. Il y a des procédures qui sont suivies de façon extrêmement rigoureuse. Je ne veux pas dire par là que tout est disponible, mais il y a la volonté chez les militaires de laisser toujours une trace de l'état d'examen militaire du dossier archivistique. Donc ils savent à chaque instant ce que contient l'archive et quand est-ce et à quelles conditions elle pourrait être exploitée. Donc ces informations existent, elles pourraient être communiquées. Et c'était un peu l'ambition de l'amendement qu'on a fait passer au Sénat. Je ne sais toujours pas comment. Mais bon, parfois, il y a des petits miracles comme ça. Ce que moi j'ai ressenti en discutant avec les différents ministères, c'est qu'ils considéraient que finalement, il était plus simple de rendre incommunicables ou très difficilement communicables des masses d'archives importantes, plutôt que d'aller chercher dans ces masses d'archives les quelques documents qui nécessiteraient une protection renforcée sur le très long terme. Voilà. C'est la stratégie du parapluie. On ne va pas se donner la peine de regarder ce qu'il y a dans nos archives, on ouvre un parapluie très très vaste, et puis après on verra ce qui se passe. Et je pense avec vous que c'est la pire des protections pour des documents classés, parce que la série d'archives qu'on dit non communicables, un jour elle part en entier dans un service départemental, et on oublie que là-dedans il y avait une pièce qui était essentielle et qu'on aurait dû communiquer. Donc la stratégie qui a été mise en œuvre, du point de vue de l'objectif du législateur, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et je partage totalement votre opinion. Et je crois même que pour éviter le surclassement, il faudrait s'assurer, alors je ne sais pas comment, que le versement est toujours réalisé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de services, et notamment le service du ministère de l'Intérieur, qui ne versent pas pour s'éviter le travail de déclassification et de classement des archives. Donc surveiller la façon dont les archives sont versées, ça obligerait les services à éviter le surclassement. Parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué de verser des quantités très importantes. Alors je vous rappelle sur l'obligation d'information, c'est maintenant l'article L213-3-1 du Code du patrimoine. Je vous le relis. Les services publics d'archives informent les usagers des délais de communicabilité des archives. Si vous avez compris quel est l'objectif de la loi, elle comprend en son sein une clause qui est inapplicable. Puisque le délai glissant, son objectif, c'est justement de ne pas donner un délai de communication. Donc on a introduit dans la loi quelque chose qui, d'une certaine façon, la rend difficilement applicable. Je n'ai toujours pas compris comment c'est passé. Alors par rapport à ça, aujourd'hui, quelle est l'application de ce dispositif ? Pour l'instant, il n'y en a pas. Vous avez vu, les archives n'ont pas fait l'effort d'informer les usagers des délais de communicabilité des pièces. Pas de communication, de communicabilité, ce qui est fort. Et puis, à côté de ça, on a l'avis de la CADA du 16 décembre 2021, l'avis 5751, qui est très important. Je vous lis quelques passages. La CADA relève qu'en l'état, la date à laquelle les documents seraient communicables ne peut être déterminée. Donc c'est un usager qui demande une archive, ça lui est refusé, il saisit la CADA lui répond en disant dans un premier temps le service émetteur que nous avons consulté confirme en effet que le délai de communication n'est pas connu, ce qui renvoie à ma réflexion précédente. Et d'autre part, alors ça c'est le second point de la CADA, la commission qui n'a pu prendre connaissance des documents et ne le pouvait pas, estime que la documentation de ces documents conduirait à porter atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Donc,
le dispositif est refermé. Et d'une certaine façon, l'ACADA montre par cette décision qu'elle ne veut pas rentrer dans le contentieux de la communicabilité des pièces administratives, ce qui ne me surprend pas, parce que quand j'avais rapporté la loi ici au Sénat, j'avais demandé à voir l'ACADA, quand elle était très heureuse, parce que ni le gouvernement ni l'Assemblée nationale n'avaient fait cet effort. Et que sur un dispositif qui pouvait être essentiel pour elle, elle n'avait pas été consultée. Et l'ACADA m'avait dit deux choses. Premièrement, qu'aujourd'hui, elle ne gérait quasiment pas de contentieux par rapport à l'accès aux archives. Et que deuxièmement, elle ne se voyait pas du tout être la chambre de première instance des futures demandes liées à l'application de la loi. Donc c'est un peu la position qu'elle vient faire, qu'elle a fait. J'ai en effet, par une question écrite du 21 mars 2022, demandé au ministère de l'Intérieur de préciser, d'une part, les conditions de versement et d'autre part, comment cette information sur la communicabilité des pièces allait être faite, je n'ai pas de réponse. J'observe simplement par cette question écrite que lors de l'examen de la loi, la ministre chargée de la Défense nous avait expliqué que le second cercle, c'était quelques services et qu'in fine, c'est environ 255 services. Voilà. Et il y a eu une petite stratégie que j'ai compris après. La ministre nous a dit que ça ne concernerait que les services centraux. Sauf que les services centraux du ministère de l'Intérieur ont 255 antennes locales qui ne sont pas des services déconcentrés, qui sont des services centraux. Donc la totalité du renseignement politique, pour faire simple, est aujourd'hui rentré dans le dispositif de la loi, ce qui est complètement contraire à ce que le gouvernement nous avait dit. Donc par rapport à votre proposition, on sent bien qu'on a besoin, en effet, d'un tiers qui puisse encadrer tout ça. Moi, j'avais pensé aux défenseurs des droits, parce que le droit d'accès à l'archive, il est reconnu de façon constitutionnelle, et que je pense que sur des choses comme ça, le défenseur des droits pourrait se saisir. Ça peut être une saisine parlementaire. Je l'avais fait avec M. Toubon sur les algorithmes locaux de Parcoursup. J'aurais grand plaisir à le refaire sur ce type de données. Pourquoi ? Parce que le défenseur des droits, je ne serai pas plus long, a un immense avantage par rapport à un parlementaire, c'est qu'il peut obtenir de l'administration qu'elle lui communique des pièces par le juge. Ce qui n'est pas le cas d'un parlementaire. Un parlementaire ne peut pas obtenir de l'administration qu'elle lui donne des pièces. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à jouer avec le défenseur des droits. Moi, je veux bien regarder ça avec vous si vous le souhaitez. Donc on voit bien, et je laisserai la conclusion de toute la table ronde à ma collègue Sylvie Robert, qui est aussi membre de l'ACADA, où elle représente le Sénat, mais que face au refermement complet des archives telles que nous pouvons le vivre, les pistes aujourd'hui pour s'y opposer sont relativement limitées et extraordinairement complexes. Et moi, je répète l'appel que j'ai fait tout à l'heure en début de matinée. On a besoin absolument que vous nous fassiez remonter vos expériences, alors expériences d'usagers et expériences de praticiens du droit des archives, pour qu'à partir de ça, on puisse nous nourrir une réflexion sur le suivi de la loi. Ce que le Sénat arrive à bien faire encore, c'est le suivi de la loi, mais pour ça, on a besoin de vos données parce qu'elles sont extrêmement difficiles à collecter. Voilà, je voudrais m'arrêter là et vous remercier. Merci beaucoup. Avant les conclusions de Mesdames Sylvie Robert, sénatrice d'Ille-et-Vilaine, et de Nathalie Lopez, présidente de RN2A, on a peut-être quand même un temps d'échange là. Oui, on a un temps d'échange parce que, alors je l'annonce, je l'ai annoncé tout à l'heure, mais malheureusement, Monsieur Frédéric Coquart est retenu, donc il ne sera pas là. Et donc ça va être Madame Sylvie Robert, sénatrice, qui fera la conclusion générale. Voilà, donc on a ce temps-là. Donc elle va nous faire une très grande conclusion générale.
Voilà, donc on a du temps jusqu'à 5h20 à peu près, s'il y a des questions. Non, mais là, peut-être. Merci pour tout ce qui a été dit et dont la richesse complète ce qui a été dit dans les tables rondes précédentes. Et donc c'est extrêmement intéressant, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que c'est important d'insister à ce sujet. Il me semble qu'il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais vous interroger ou que j'aurais envie de souligner. Est-ce que dans la commission dont la réanimation est proposée par Bertrand Warusfeld, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, alors l'expression est peut-être maladroite, mais non seulement un ou une archiviste, un ou une historienne, mais aussi un ou une représentante, entre guillemets, de la, entre guillemets, société civile. C'est-à-dire quelqu'un qui soit, du coup, aussi un tiers, c'est-à-dire un ou une citoyenne ou des citoyens, c'est-à-dire qui ne soient pas des professionnels. Voilà. Parce que ça me paraît important. Et du coup, je mets en écho à ça, du coup, l'idée d'un défenseur ou d'une défenseuse de l'accès aux archives. Et il me semble que les deux idées ne sont pas exclusives l'une de l'autre, bien au contraire. Il me semble que leur mise en relation serait tout à fait intéressante et on ne peut que regretter là ici l'impossibilité qu'il y a eu de faire venir Claire Hédon qui était certainement trop débordée et d'autre part l'impossibilité qu'il y a eu également pour Pierre Toubon, l'ancien défenseur des droits, de venir. Et je pense que ça me paraît tout à fait important d'essayer d'entrer en contact avec eux. Et il me semble, dernière chose, même si tous les textes sont censément accessibles, qu'une publicité beaucoup plus forte, au sens donc rendre public bien sûr, sur la législation concernant les archives et les conditions d'accessibilité ou non, dans l'espace public, il me semble que ce serait vraiment important. C'est-à-dire que si on veut, en tant que citoyen, consulter les archives, alors on va aller dans tel ou tel service d'archives, on essaye de comprendre comment ça marche, c'est compliqué. Très compliqué même, et puis on va à un moment ou un autre buter sur telle chose. Mais il manque, me semble-t-il, alors comment on pourrait appeler ça, vulgarisation peut-être, sous quelle forme je ne sais pas, mais un site, un lieu, une instance qui justement permettrait aux citoyens d'avoir une information relativement clair et relativement résumé sur toutes les questions finalement que l'on a cessé d'évoquer depuis ce matin. Et je terminerai en évoquant cette loi sur la mémoire démocratique qui va être en discussion en Espagne avec toutes les contradictions qu'elle comporte. Je trouve que finalement en France l'implicite c'est que la loi adoptée au moment de la Révolution française suffirait en quelque sorte à elle-même pour générer des lois démocratiques, et ce qu'a évoqué à juste titre tout à l'heure Aurélie Filippetti, c'est-à-dire la Déclaration des droits de l'homme et ce qu'elle comporte, mais que du coup réaffirmer cette dimension démocratique aujourd'hui, et y compris par cette publicité plus forte de ce que c'est que ce cadre légal, ça me paraîtrait vraiment très important. Je peux répondre sur la première partie de votre remarque. J'allais dire, l'avantage des autorités administratives indépendantes, c'est qu'elles sont assez flexibles et qu'on peut imaginer des compositions ad hoc. Alors, en général, la plupart des autorités administratives indépendantes françaises sont plutôt composées, d'une part, de magistrats ou de membres de grands corps, et d'autre part, de ce qu'on appelle plutôt des personnalités qualifiées, c'est-à-dire plutôt des gens qui sont un peu des experts du domaine, des universitaires ou d'autres, plutôt que des membres de la société civile au sens du citoyen, j'allais dire, qui n'auraient pas de compétences particulières. Mais encore une fois, libre au législateur de choisir. Et il y a des autorités plus ouvertes. De ce point de vue-là, la première, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et liberté, a un périmètre, elle a plus d'une dizaine de membres, un périmètre plus large. Simplement, j'insiste juste par contre sur un élément technique, c'est que une commission comme la commission du secret de la défense nationale, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est quand même une commission qui a un métier très particulier, parce qu'elle ne se contente pas de rester dans son bureau et d'envoyer des convocations. Ils se rendent dans les services de renseignement, notamment dans les lieux où il y a des documents classifiés, ils se soumettent à des procédures
d'habilitation de contrôle de l'accès, etc. Et donc il faut quand même des gens qui soient prêts à se plier à cela, ce qui peut indiquer plutôt des personnes qui ont une certaine connaissance du domaine. Voilà. Mais sinon, sur les objectifs d'ouvrir le plus largement possible, il n'y a pas de problème de principe. Juste un complément. En ce qui concerne la commission du secret de la défense nationale, elle a un rôle purement consultatif. Si on veut avoir quelque chose d'efficace, il faut que ce soit une commission qui a un rôle contraignant. Donc, dans vos perspectives, je pense que c'est aussi une approche qu'il faut avoir. Elle n'est plus consultative. Oui, elle n'est plus consultative dans le titre. Elle l'est toujours dans le texte. Cela dit, la Commission rend des avis qui sont suivis, j'allais dire, à plus de 95% par le gouvernement. Donc elle a en réalité quasiment un caractère décisoire, mais formellement, pour ne pas attenter, j'allais dire, au précaré de l'exécutif, elle est pour l'instant consultative. On pourrait effectivement, moi je ne serais pas du tout choqué, d'ailleurs j'avais écrit un papier il y a longtemps en disant il faut faire un vrai juge du secret, on pourrait très bien donner à cette commission un pouvoir de décision, mais à ce moment-là il faudrait prévoir que par exemple les autorités gouvernementales puissent avoir une voie de recours, par exemple dans le Conseil d'État, si jamais ils ne sont pas d'accord avec la décision que prendrait la commission, ce qui est un mécanisme un peu plus complexe, mais c'est tout à fait envisageable. Allez-y. Oui. Alors, deux petites questions. Une sur la définition de sécurité nationale qui permet de classifier des documents pour des décennies. En fait, elle n'a aucune définition au point qu'on peut mettre absolument tout dedans. Sécurité nationale, la santé, le vaccin, sécurité nationale, le virus, sécurité nationale. En ce moment, EDF, l'énergie, sécurité nationale. L'alimentation, sécurité nationale. L'eau, j'imagine qu'il y a certains accès d'arrivée d'eau sensible, sécurité nationale. Les armes, les affaires extérieures. En fait, on pourrait absolument, mais même l'oxygène, on pourrait classer en sécurité nationale. En fait, tout peut être classé. Et donc, ce manque de définition pose un réel problème qui, dès le départ, est central à toutes nos questions. Si on ne sait pas définir déjà la définition du problème, on est obligé d'avoir des excès. La deuxième petite chose, c'est que si on avait une commission indépendante et décisionnaire, le problème, c'est que si ça fonctionne, ça casse le fonctionnement du secret. C'est-à-dire que tout ce qui est fait au nom de ce secret ne pourrait plus être fait. Ce qu'ils appellent la réelle politique, comme vendre des armes à un État qui n'est pas vraiment allié, qui n'est pas vraiment éthique, qui est en pleine guerre, toutes ces choses, ou même les opérations extérieures secrètes. En fait, Kant disait tout ce qui n'est pas éthique, tout ce qui n'est pas dit, qui ne peut pas être dit en public, c'est que ce n'est pas éthique. C'est sa vision. Il y a quand même du vrai. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques secrets justifiés, ça veut dire que l'essentiel du secret, là, si on avait une vraie commission indépendante, ne pourrait plus être fait. La plupart des choses ne pourraient plus du tout être faites, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux déjà répondre à la première partie de votre question et vous donner la définition de la sécurité nationale. Elle est à l'article L 1111-1 du Code de la Défense, qui nous dit que la stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. Donc on a une définition très large, on est d'accord, mais vous avez trouvé dans la jurisprudence, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme, un certain nombre d'éléments qui précisent cette définition. Et je suis d'accord avec vous qu'à partir de cette définition, il faut notamment par des contentieux et par de la doctrine, l'affiner. Mais on a aujourd'hui un début de définition, ce que nous avons que depuis 2009, c'est relativement récent. Donc là encore, je veux dire, on vient d'une situation où on n'avait aucun critère, et on va vers une situation dans laquelle on a des critères trop larges, mais qui sont conformes aujourd'hui aux standards internationaux et aux standards européens. Jean-Philippe Legoy, RN2A, Cité des Mémoires étudiantes. Moi, j'avais une question pour Bertrand Warusfeld et Pierre Ouzoulias sur notre proposition qu'a très bien présentée Cécile Hussonnois sur cette histoire de défenseur des droits. Nous, en fait, quand on réfléchissait à ça, ça rejoignait le rapport de Vincent Duclerc. C'est vrai que ce qui nous paraissait problématique dans ces histoires de secret défense, c'est que le service producteur est juge et partie. Et la commission du secret défense, en tout cas telle qu'elle est actuellement, ne règle pas ce problème d'être juge et partie. Est-ce qu'en étendant sa composition à un périmètre plus large,
ça va permettre cette indépendance. Ça, c'est la question plutôt pour Bertrand. Et pour Pierre, donc c'est vrai qu'on était plutôt sur l'idée de se tourner vers le défenseur des droits. La défenseur des droits actuellement, c'est vrai que quand on l'a sollicité ou quand on a sollicité in extremis Jacques Toubon grâce à Sylvie Bréban, en tout cas la réponse qu'on avait de la défenseur des droits actuellement, c'est nous n'avons pas été saisis de ce genre de questions. Donc est-ce que la saisie proposé par Pierre permettrait de mettre un pied dans la porte, quoi, en gros. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de vos propositions amendées? Alors, je peux répondre d'abord peut-être plus sur le premier volet. Je suis d'accord avec vous que l'élément intrinsèquement pervers du système de classification, c'est le caractère de juge et partie du service émetteur, qui est ensuite le service versant et qui doit donner un avis sur la déclassification. Le fait de faire intervenir une commission de contrôle casse quand même en partie ce mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a la commission du secret de la défense nationale a pour mission, face à un document, de substituer sa propre appréciation de la nécessité de conserver ou pas la classification à celle du service émetteur. Et dans, à peu près, j'ai pas refait la statistique, mais à peu près dans 70 ou 75% des cas, elle donne un avis favorable à la déclassification totale ou partielle. Donc, on casse quand même en partie, j'allais dire, le cercle vicieux. Voilà. Alors, je pense qu'en élargissant sa composition et en lui donnant des nouvelles missions que le législateur devrait préciser, et en lui donnant éventuellement plus de pouvoir, on accroîtrait, non pas son indépendance, je ne pense pas qu'on puisse dire que la commission n'est pas indépendante, mais j'allais dire, on lui donnerait plus de puissance pour imposer son point de vue. Voilà. Et donc, on s'éloignerait encore plus du mécanisme jugé parti que vous évoquez. Bon, par contre, sur le défenseur des droits... Attendez, allez-y, monsieur Duclerc, vous vouliez... Non, mais allez-y. Pourquoi le défenseur des droits? Moi, j'ai senti clairement dans la discussion législative ici au Sénat que était toujours mis en équilibre le petit travail des historiens et l'importance des dossiers qui touchent à la sûreté nationale. Donc, si on maintient l'archive dans sa niche écologique, c'est-à-dire l'outil que l'historien a à sa disposition pour faire l'histoire, on est perdu. Et je pense que l'objectif politique majeur, c'est de considérer que l'accès à l'archive est constitutif du droit du citoyen. Et à ce titre, je trouve plus intéressant d'un point de vue politique qu'il soit défendu par le défenseur des droits, au même titre que l'accès à l'information, etc., plutôt que par quelqu'un qui sera à la tête d'une commission ad hoc. Parce que l'important aujourd'hui, c'est ça, faire admettre que l'archive, elle est constitutive du fonctionnement correct d'une démocratie. Hein. Et je finirai par une citation de Clémenceau et donc d'un sénateur. La force des démocraties est dans le gouvernement au grand jour. Et c'est ce qu'on demande, par l'archive. C'est pour ça que je pense que le défenseur des droits, la défenseur aujourd'hui, ça serait plus adapté. Oui, moi, je vais juste faire une remarque sur la discussion qui nous intéresse, sur le fait que les archivistes sont absents, effectivement, de vos réflexions. Si on reprend, en tout cas, d'après ce que j'entends, si on reprend le système de la dérogation individuelle, en fait, la dérogation individuelle est accordée par les services d'archives avec avis consultatif du service verseur. Bien. Dans le cas des archives classifiées, on pourrait imaginer au fond une intervention plus forte des archivistes dans le traitement du classifié. Ils ne sont pas effectivement associés directement en raison du fait que c'est le service producteur qui décide de la déclassification. Et on pourrait amener précisément ces personnels scientifiques qui, effectivement, il faut le rappeler, ont un rôle, une connaissance des fonds, des enjeux. Ce sont souvent des chercheurs. Tout cela, effectivement, permettrait quand même justement, peut-être d'introduire ce tiers dont vous parliez, mais effectivement, de se rappeler qu'on a là, une ressource
tout à fait considérable pour tenter effectivement de défaire, de dénouer, au fond, ce huis clos du service producteur avec des archives sur lesquelles, effectivement, le classifié est imposé. Juste une petite remarque en remerciant Vincent Duclerc de ce qu'il vient de dire. En même temps, pensons au témoignage tout à l'heure de Philippe Grand, et du coup de ce que c'est pour un archiviste ou une archiviste dans certaines circonstances de s'exposer. Et du coup, les archivistes sont-ils aujourd'hui, et il y en a de nombreux ici, suffisamment protégés dans leurs fonctions, leurs responsabilités et dans leur rôle démocratique? Point d'interrogation. Merci. Et du coup, si je peux compléter, c'est justement pour ça qu'en tant qu'archiviste, on propose que ça soit un défenseur des droits qui puisse intervenir. Parce que si c'est les archivistes qui doivent négocier directement avec les services producteurs, qui parfois peuvent être leur employeur, c'est une négociation là aussi inégale. On va vous remercier et on va donc conclure avec Madame la sénatrice.